Bon, alors donc votre nom c'est... C'est Monsieur Humel, Renaud Humel. D'accord. On peut dire que vous êtes iridologue ou c'est pas votre Je suis naturopathe. naturopathe, mais vous connaissez l'iridologie? Je connais l'iridologie et j'utilise l'iridologie quasiment à chaque consultation. Donc l'iridologie, ça veut dire c'est la lecture de l'iris. C'est la lecture de l'iris, donc la lecture de tous les signes iridiens qui vont de la petite à la collerette. Et toutes les taches et petits trous et couleurs qu'on peut voir dans l'iris. Alors vous avez besoin d'un appareil spécial, je vous pose des questions un peu idiotes pour voir l'iris, ou est-ce que par exemple en me regardant vous voyez mon iris, ou vous avez besoin de... Alors rien qu'à l'œil nu on voit déjà des choses, effectivement un terrain particulier, après on va aller fouiller de façon un peu plus pointue, avec généralement on travaille au minimum avec une loupe éclairante, Voilà. une loupe éclairante, ou alors avec ce qu'on appelle un iridoscope, c'est Oui. un appareil qui va grossir de 10 fois à 50 fois l'iris. Mais en tant qu'iridologue averti, vous voyez déjà des choses Très rapidement à l'œil nu et puis avec les yeux. de l'ordre psychologique, physiologique, thérapeutique, pathologique. Un petit peu tout. Ça va nous renseigner surtout sur le terrain de la personne. Le terrain de la personne, c'est-à-dire effectivement où elle vient, qu'est-ce qui, dans quel état elle est à un moment donné et vers quoi elle va tendre. Quel genre en tout cas, de pathologie elle risque plus facilement d'aller. Est-ce que l'iridologie, est-ce qu'elle correspond à un type de comportement psychologique? C'est-à-dire, Est-ce que, par exemple, il y a des catégories de gens d'après leur iris? Est-ce qu'on peut classer les gens d'après leur type d'iris ou est-ce que c'est complètement individuel? alors on va effectivement par type d'iris pouvoir les classifier d'une façon psychologique peut-être pas, en tout cas sur des comportements émotionnels oui, sur des fonctions physiologiques oui, effectivement. Comme le fait l'homéopathie avec les constitutions homéopathiques, comme le fait la médecine ayurvédique, comme le fait la naturopathie aussi et d'autres médecines Donc, naturelles. combien en gros de grandes classifications? Alors, Je ne connais pas parce que c'était pas une question. on a globalement deux grandes classifications iriennes, donc les yeux marrons, qui viennent des pays asiatiques ou des pays africains, et les yeux de couleur bleu, un vert, effectivement, qui viennent des pays occidentaux qu'on connaît. Voilà, avec une classification, une sous-classification qui est utilisée par certaines acupunctures qui sont les iris mixtes, qui sont les yeux entre les yeux bleus et les yeux marrons. Question idiote, est-ce que dans un couple c'est bien que les gens appartiennent à deux catégories différentes? Est-ce qu'on est mieux dans la même catégorie au fond de la communication? Tout dépend effectivement comment on peut fonctionner. Je veux dire, les complémentaires sont pas mal, les semblables font des choses assez facilement ensemble aussi. Je veux dire, ça peut être comme les signes zodiacaux, la morphologie aussi. Je veux dire, après chaque personne, chaque individu a un terrain de toute façon qui lui appartient, qui lui est propre. Alors est-ce qu'on peut nous citer un peu l'histoire de l'iridologie? Comment est-ce qu'elle s'est constituée en tant que discipline? Vous dites qu'elle est assez récente, parce que j'ai vu d'un papier. Alors, il y a des effets que vous expliquez. globalement, oui, l'iridologie est assez récente. Enfin, assez récente, oui et non. On a des traces d'utilisation de lecture de l'iris qui datent des Égyptiens. Hippocrate disait déjà quels sont tes yeux, tel est ton corps. Là, globalement, les premiers travaux qui ont été faits datent du 19e siècle. Voilà. Et les recherches, les iridologues, homéopathes surtout, à un moment donné, ont cherché effectivement, ont tracé les cartes iriennes. Chez nous, on utilise beaucoup les écoles allemandes, il y a beaucoup les Allemands qui se sont investis dedans. À l'heure actuelle, il existe une iridologie plus moderne et plus pointue. En France, pas trop encore, mais aux États-Unis, au Brésil, en Inde, où l'iridologie est très très employée, on a des choses qui avancent, en Italie aussi, des choses qui avancent de façon très pointue. Est-ce que, question un peu bateau, est-ce qu'elle est reconnue d'un point de vue scientifique, d'un point de vue médical? Quel est son statut? Est-ce que ça a évolué par rapport à sa reconnaissance? Sa reconnaissance en France, non. En médecine intégrative, c'est-à-dire les gens du corps médical qui font de la naturopathie, pour certains, effectivement, prennent acte de l'empirisme, en tout cas de l'iridologie. Voilà.
On a eu en Italie, effectivement, le corps médical se sert un petit peu de l'iridologie. À savoir que ce n'est pas véritablement un outil de diagnostic, mais plutôt un outil d'exploration. Oui. Et vous-même, vous êtes naturopathe. Et comment ça s'articule l'iridologie sur la naturopathie? Très bien. Mais je veux dire, la naturopathie, ce n'est qu'une branche, C'est pas une branche, c'est juste un outil. Donc c'est déjà un outil d'exploration. Oui, le naturopathe a plusieurs outils à sa disposition. Donc le premier outil est l'anamnèse, ce qu'on appelle l'anamnèse. Voilà. C'est un bilan. on trouve également en sophrologie. On trouve en sophrologie, qu'on va trouver en homéopathie, qu'on devrait trouver même en médecine générale. L'anamnèse, donc c'est un questionnement de santé très très pointu qui va nous permettre effectivement de voir à un moment donné dans quel état est notre patient et d'où il vient et globalement où il peut aller. Et l'iridologie va permettre de voir éventuellement des choses qu'on n'a pas perçues lors de son entretien et éventuellement donc, infirmer ou confirmer effectivement l'anamnèse qu'on a fait au niveau de l'herbe. Ah oui, donc pour vous, c'est un moyen de confirmation. Ah, c'est un outil absolument indispensable. Mais ça vient en dialectique avec autre chose que vous avez appris par ailleurs. C'est deux choses. L'iridologie confirme la naturopathie, la naturopathie confirme l'iridologie. Oui, globalement. Deux outils qui vont très très bien ensemble. Alors, je vais poser une question pour vous, la naturopathie. Est-ce qu'on se sert de est-ce qu'on travaille sur le temps, la cyclologie en naturopathie? Est-ce que c'est un outil qui existe en naturopathie, qui pourrait exister? Le temps, c'est-à-dire Des cycles, la psychologie, les cycles par lesquels un individu passe, etc. Les âges de la vie. Oui, non, mais tout à fait, absolument. Indispensablement. Après, chaque naturopathe aura ses spécificités, ses outils, en tout cas, ou ses techniques, effectivement, bien à lui, très personnel. Voilà. Même si nous avons un tronc commun au niveau du travail, chaque naturopathe aura effectivement ses spécificités sur lesquelles Et vous, par exemple, vous avez des sensibilités par rapport au stade de la vie, à l'usage. On ne peut pas faire autrement. Alors, quoi ça consiste Pas véritablement. Quels sont les éléments, les informations que vous acquérez de point de vue psychologique? On sait que les individus biologiques vont fonctionner de façon différente. En plus, en fonction de leur terrain, que l'on va définir en morphopsychologie, dans l'anamnèse et en neurologie, on pourra, entre guillemets, maîtriser, en tout cas présupposer, les éventuelles pathologies. C'est ça qui est intéressant. Donc on travaille beaucoup plus en préventif qu'en curatif. Notre travail est vraiment un travail d'accompagnateur des santé. On ne travaille pas sur la maladie, on travaille sur la santé. Vous pouvez dire, par exemple, dans 2 ans, il y aura un moment difficile, par exemple? Non, on ne peut pas dire dans 2 ans. On va dire dans quel genre de... On ne peut pas donner de ligne de temps. En tout cas, ça va dans cette direction. Ça va effectivement dans cette direction. Il y a une tendance qui... Tôt ou tard, vous devez déboucher à ça. Voilà. Et il faut des fois, d'une façon générale, les signes aériens vont nous donner un patrimoine et vont nous donner un avenir. D'accord cet avenir-là, il est souvent, sur certains signes aériens, il est très proche. Hein, on sait les signes aériens, les signes que l'on voit dans le texte. Donc les signes iriens. Donc les signes iriens nous déterminent des évolutions en préparation. C'est ça. Les gens qui vont avoir tendance à faire du cholestérol, à faire du diabète, des choses comme ça, on va le voir dans les signes. D'une façon générale, à savoir que tout n'est pas parfait, chaque iris va parler aussi à sa façon. Et donc ça risque d'évoluer dans certaines positions plus ou moins favorables. Voilà. Ce qui va plus ou moins défavorable, quoi qu'il en soit, dans le sens de la vie. Donc l'idée est de faciliter effectivement, moi quand on dit dire, l'idéal c'est de vivre toute sa vie en bonne santé. C'est un peu notre travail. Je dirais même jusqu'à dire mourir en bonne santé. Donc je vois à peu près ce qu'est la musicologie et la naturopathie. Et la sophrologie, qu'est-ce qui distingue la sophrologie de la naturopathie? Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas sophrologue, par exemple? Qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas sophrologue?
disais parce que comme nous sommes dans un salon du bien-être, qui touche à tous ces sujets, j'essaie de m'orienter un petit peu dans ces différentes appellations, ça va nous aider un peu à nous retrouver. Parce qu'on ne peut pas être partout à la fois, je sais pas ce qu'on veut dire. Après, on a des sensibilités. La sophrologie est un outil particulier, comme nous, naturopathes, pour la plupart, on fait aussi de la réflexologie complète, qui est véritablement un outil de travail physiologique et de la gestion du stress. La sophrologie est un véritable outil de gestion du stress, voire de développement personnel, voire thérapeutique. D'accord. Et la naturopathie, c'est plus global, la naturopathie. La naturopathie est beaucoup plus globale en termes de voilà. Un naturopathe va travailler effectivement, comme je disais, chez le terrain de la personne et va proposer un cadre alimentaire, va proposer un mode de vie qui va convenir à la personne. Avec ses activités physiques. Donc, finalement, on a deux opérations qui m'intéressent. L'alimentation. Alors, Ça va déjà, bien après, je vais vous dire avez, pas vous maintenant. avez une doctrine sur l'alimentation, Ça va sur ça? les éléments qui sont évités de consommer. Et voilà, c'est ça. C'est ça que Qui je sont plutôt pathogènes, je ne sais pas, comme le lait par exemple. Je sais pas. Alors, il y a, d'une façon générale, on ne peut pas donner de règles complètement standards. Voilà. Chaque individu va avoir un fonctionnement différent, même par rapport à l'alimentation. Même si de nature, son fonctionnement physiologique va faire que certains produits ne sont pas forcément les meilleurs pour lui, son cadre culturel, ses origines, effectivement, voilà, vont peser dans la balance. Donc à chaque individu, un réglage alimentaire. Il n'y a pas de réglage alimentaire qui convient à tous. C'est un compromis, c'est que si on est habitué à certaines façons de manger, on ne peut pas complètement se démarquer, mais il faut limiter les dégâts. Oui, c'est ça. En tout cas, adapter sa façon de manger, adapter les produits, adapter la façon de les cuisiner peut-être à ce qui va être le meilleur pour la personne. Voilà. Et bon, on travaille aussi en nettoyage. On va faire du nettoyage en profondeur, même avec l'alimentation, mais ce nettoyage en profondeur ne va pas être une façon de vivre à long terme. Ça va être à un moment donné, on remet un petit peu les compteurs à zéro. C'est comme si vous preniez un ordinateur. C'est pas tout à fait un formatage, mais c'est un super killer. Or, qui va permettre après aux gens d'avoir eux-mêmes, de sentir en tout cas effectivement qu'est-ce qui est bon. Voilà, de retrouver ce. Ma dernière question, parce que vous avez parlé d'un ordinateur, c'est, vous avez probablement remarqué la place grandissante de différents appareils qui sont là pour intervenir. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de l'appui de ces mêmes machines qui viennent aider les thérapeutes, qui viennent... Il y a des choses très très intéressantes. Après, les machines qui vont aider les naturopathes, moi j'utilise un appareil photo grossissant effectivement aussi pour pouvoir regarder les traces aériennes avec un ordinateur. On ne peut pas empêcher le progrès. Voilà. Par contre, effectivement, sur les effets néfastes, on peut s'en protéger, il y a des outils techniques pour effectivement se protéger de ces effets néfastes. Et la dernière chose que j'ai envie de dire, c'est que de toute façon, quoi qu'il en soit, quelle que soit la machine ne remplacera jamais l'homme et son expérience. Écoutez, on va s'en revenir là. Merci beaucoup.